Salut à tous les investisseurs, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des livrets réglementés. Alors je vous le dis tout de suite, peu importe ce que je vous dis dans cette vidéo, sachez que moi ma position est claire, les livrets réglementés ne sont là que pour une épargne de sécurité et en aucun cas un produit d'investissement. Je m'explique, pour moi je vais placer quelques mois de dépenses, par exemple 3 à 6 mois, pour que si mes investissements autres, par exemple la bourse, l'immobilier ou autre, eh bien crash, j'ai toujours quelque chose, un petit produit de côté qui me permette de payer mes dépenses courantes, par exemple le loyer, l'eau, l'électricité, etc., etc., sans que j'ai besoin de clôturer mes positions justement en bourse ou de vendre mes biens immobiliers, ce qui me ferait perdre énormément d'argent. Voilà, ça c'est pour les bases. Donc sachez maintenant que malheureusement beaucoup de Français ne savent pas ce que je viens de vous dire et placent beaucoup d'argent sur ces livrets réglementés. Et c'est d'ailleurs pourquoi on a des records de positions sur le livret A, de montants placés sur les livrets A. On entend tout le temps parler et pour moi, c'est pas la bonne chose. Vous le savez, vous me connaissez maintenant, vous connaissez MPM Investissement et vous connaissez du coup la musique sur cette chaîne. Alors non, pas cette musique-là, mais pour pouvoir vous enrichir, vous le savez, je vous dis à chaque fois qu'il va falloir faire un arbitrage de portefeuille en fonction des différentes solutions que vous propose par exemple la pyramide de Maslow. Vous avez une pyramide avec un socle plus ou moins conséquent qui va représenter le pourcentage d'investissement et on va avoir différents paliers comme par exemple l'assurance vie, la bourse et l'immobilier et les actifs exotiques comme par exemple l'or et les crypto-monnaies. Plus ces actifs seront risqués, moins le pourcentage alloué devra être conséquent, justement parce que c'est risqué. Il y aura des plus-values conséquentes, certes, mais il y aura aussi dans le sens des moins-values conséquentes. Vous l'avez vu par exemple avec les crypto-monnaies. Bref, revenons à notre sujet principal, les livrets réglementés. L'objectif là va être une nouvelle fois une épargne de précaution, mais il ne va pas falloir faire n'importe quoi dans les choix des livrets réglementés. On va voir quel support est le plus adapté, quel taux est le plus rémunérateur, parce que l'objectif, ça va être de se rapprocher tout le temps du taux de l'inflation pour ne pas perdre du pouvoir d'achat. Alors c'est parti, on y va! Les livrets d'épargne réglementés sont généralement contrôlés par l'État français et il en existe de deux types. Les livrets d'épargne bancaire et les livrets d'épargne logement. Concernant notre premier, les livrets d'épargne bancaire, ils vont avoir un triple atout dans leur poche. C'est-à-dire, premièrement, ils vont avoir un capital garanti par l'État français et ça, c'est très intéressant. La deuxième chose, c'est qu'ils vont être exonérés de fiscalité. Ça aussi, élément très important. Et la troisième chose, l'élément le plus important pour ce que je veux faire, c'est que les fonds sont disponibles à tout moment. Donc là, je vous l'ai dit, c'est idéal pour une épargne de précaution. En cas de coup dur, je peux piocher directement, je peux avoir ces fonds directement sur mon compte en banque, payer ma facture qui arrive directement et que je dois payer directement. Donc ça, c'est ce que je recherche. Et pour autant, même si je retire des fonds de ce livret, eh bien ça ne le clôturera pas pour autant. Et ça, c'est très bien parce que si je n'ai pas besoin de tout, eh bien ça peut continuer à travailler et je pourrais le réalimenter par la suite sans problème. Il existe donc 4 types de livrets d'épargne bancaire. Le premier, le livret A. On a ensuite le livret de développement durable et solidaire, le livret jeune et le livret d'épargne populaire. Au 1er février 2023, leurs taux ont changé et ça tombe bien, je vous propose le tableau récapitulatif suivant. Alors l'objectif n'est pas de vous dire case après case du tableau, dans tous les cas vous pouvez mettre pause sur cette vidéo, mais voyons plutôt les grandes lignes. La première des choses, c'est qu'il n'y a pas de grandes conditions pour le livret A ni le LDDS, mais qu'on a un souci d'âge pour le livret jeune, forcément c'est un livret jeune, donc il va y avoir des conditions à respecter. Et il y aura également des conditions pour le livret d'épargne populaire, car c'est un livret qui se veut accessible aux personnes ayant le moins de revenus pour protéger leur pouvoir d'achat contre l'inflation. Du coup, on va avoir des plafonds de revenus à respecter sur ce type de livret. Les plafonds de revenus dépendent du nombre de quotient familial
et plus vous aurez de parts, forcément, plus ce plafond sera élevé. On observe aussi une distinction de revenus forcément entre la métropole et l'outre-mer. Si vous êtes familier avec mes vidéos, vous le savez, à chaque fois cette distinction entre métropole et outre-mer interviendra, peu importe le produit que vous choisirez. N'hésitez pas d'ailleurs à vérifier les plafonds que je vous présente en fonction de quand vous regarderez cette vidéo. C'est disponible sur le site du service public. Autre particularité qui les distingue, ça va être les plafonds de versement. Vous le voyez, le livret A l'emporte largement et c'est pourquoi, de par ce plafond et son ancienneté, qu'il est le produit phare préféré des Français. Attention, c'est un plafond de versement, c'est-à-dire que les intérêts peuvent continuer à s'accumuler et à faire monter l'épargne sur le livret au-delà de ce plafond mentionné. Au niveau du versement initial et libre, je ne m'attarde pas dessus, vous voyez que les montants demandés sont très faibles, donc pas de souci là-dessus. Le plus important maintenant, le rendement. Et oui, le nerf de la guerre, vous le savez, ça va être le rendement, pas n'importe quel rendement. Ici, on parle de rendement net. Et oui, depuis le 1er février 2023, nous avons 3% net de rendement sur le livret A et sur le LDDS. Vous avez également un livret jeune qui doit être à minima au même rendement que le livret A, donc minimum 3%. Mais ici, c'est dépendant des banques, alors que pour les autres livrets, c'est l'État qui fixe le taux. Et enfin, le meilleur livret selon moi, j'ai nommé le livret d'épargne populaire, le LEP, avec un rendement de 6,1%. Ce dernier livret, avec cette hausse de taux, superforme l'inflation de 2022, qui, je vous le rappelle, est de 5,9% et qui, je vous le rappelle une nouvelle fois, doit être notre barème minimum, que ce soit pour notre épargne de sécurité ou que ce soit pour nos investissements surtout, parce que c'est là où on va mesurer notre enrichissement année après année. Alors là, on dépasse vraiment l'inflation, ça c'est magnifique parce que là, on ne perd pas de pouvoir d'achat et donc on va continuer sur notre étude et au niveau du transfert, on voit que, encore une fois, seul le LEP est transférable. Donc c'est-à-dire que pour les autres, si vous changez de banque, il faudra clôturer le livret avant de le réouvrir ailleurs. Alors ça, c'est juste une question de temps et d'énergie un petit peu à mettre dans les documents parce que si vous changez de banque, il va falloir dire je veux clôturer tel produit, tel produit, tel produit et quand vous allez changer de banque, il va falloir réouvrir tel produit, tel produit, tel produit. Donc c'est juste surtout au niveau du temps que ça va vous demander un petit effort. On continue et on parle maintenant de la fiscalité. Je vous l'ai dit, il n'y en a pas. Les rendements que je vous ai annoncés, c'est des rendements nets et ça, c'est leur gros avantage. Et enfin, concernant leurs caractéristiques propres, je vous laisse mettre pause sur cette vidéo pour les découvrir une à une. Voilà pour les livrets d'épargne bancaire. Je vous l'ai dit, maintenant il y a une deuxième catégorie, les livrets d'épargne logement. Alors sur cette deuxième catégorie, je vais être un peu moins enthousiaste parce que selon moi, ce ne sont pas vraiment des produits adaptés ou du moins adaptés à ma situation. Pourquoi? Parce que déjà, une chose, c'est que je vous ai annoncé des rendements nets de fiscalité parce qu'il n'y en avait pas sur les livrets d'épargne bancaire. Et bien là, on va avoir une fiscalité avec à minima les prélèvements sociaux qui vont intervenir. Donc déjà, on va avoir un impact fiscal. Ensuite, on parle de livret d'épargne logement, tout simplement parce qu'on va pouvoir contracter des prêts immobiliers. Alors dans l'idée, c'est bien, mais on va le voir tout de suite que pour moi, c'est vraiment pas adapté selon moi à des investisseurs qui veulent faire de l'investissement locatif et qui veulent lever de la dette et lever de la dette assez conséquente. Alors je vous propose tout de suite le tableau récapitulatif suivant puisqu'on aura deux types de livrets d'épargne logement, le CEL pour le compte épargne logement et le PEL pour le plan épargne logement. Au niveau des conditions, pas grand chose à dire, on a un par personne, donc voilà, rien de plus. Ce qu'il va falloir noter par contre, c'est la différence de plafond. Cette différence de plafond, plus importante, vous le voyez pour le PEL, s'explique non pas par le versement initial, mais par les versements réguliers. J'entends par versement régulier que le PEL impose un minimum de 540 € par an de versement. Vous pouvez d'ailleurs l'effectuer soit en versement unique, soit 40 € par mois, soit 135 € par trimestre, ou encore 270 € par semestre. Là encore, c'est des versements minimums. Si vous voulez mettre plus, libre à vous. Dernier petit tip, sachez que ces versements pour le PEL sont limités à 10 ans. Ensuite, vous pouvez toujours le laisser courir, faire travailler les intérêts pour les faire s'accumuler, mais vous ne pourrez plus verser.
Pour le CEL, eh bien là c'est différent parce qu'on a, comme les livrets d'épargne bancaire, un versement libre et pas d'obligation. Au niveau des rendements, on est maintenant à 2% pour les deux, mais contrairement aux livrets réglementés bancaires, on est sur des rendements bruts. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit, il y a de la fiscalité malheureusement qui s'y applique sur ces deux produits. La fiscalité est de 30%, c'est la célèbre flat tax ou prélèvement forfaitaire unique, le PFU, que vous pouvez entendre en français. Comment se décomposent ces 30%? Vous le savez si vous regardez mes vidéos maintenant, mais pour les autres, 30% ça va être 12,80% d'imposition sur le revenu et 17,20% de prélèvements sociaux. Pourquoi c'est très important de le savoir? C'est que la part d'imposition sur le revenu, les 12,80%, si vous avez un TMI, donc tranche marginale d'imposition inférieure à 12,8%, eh bien, il va être plus intéressant pour vous peut-être de demander le barème progressif d'imposition sur le revenu. Si vous ne savez pas du tout ce qu'est le TMI ni le barème progressif d'impôt sur le revenu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, je vous répondrai directement et je me permettrai aussi de faire peut-être une vidéo un peu plus explicative, donc n'hésitez pas, ce sera vraiment avec plaisir. Le CEL possède également l'avantage, comme les livrets réglementés, que votre épargne soit disponible à tout moment. Le PEL est pour du plus long terme et donc n'est pas disponible de suite. Justement, voici ce qu'il propose. Concernant le CEL, le compte épargne logement, le montant du prêt épargne logement qu'il est possible d'obtenir dépend des intérêts acquis sur le CEL pendant la phase d'épargne. La durée minimum pour avoir accès au prêt est de 18 mois. Le prêt épargne logement est destiné à financer l'achat, la construction, les travaux de votre résidence principale uniquement. Le montant maximum du prêt est de 23 000 €, enveloppe peu conséquente, je vous l'avais dit précédemment, pour une durée d'ailleurs qui est comprise entre 2 et 15 ans. Les taux d'intérêt du prêt sont dépendants de la période sur laquelle vous avez épargné sur votre CEL et on va le voir, ça va être la même chose pour le PEL. Le plan d'épargne logement, justement PEL, le montant du prêt d'épargne logement qu'il est possible d'obtenir cette fois dépend des intérêts acquis sur le PEL pendant la phase d'épargne également. La durée minimum pour avoir accès au prêt est cette fois de 4 ans. Le prêt épargne logement est destiné à financer l'achat, la construction et les travaux de votre résidence principale uniquement comme pour le CEL. Le montant maximum du prêt est cette fois de 92 000 € pour une durée comprise entre 2 et 15 ans toujours. Sachez que depuis août 2016, le taux du prêt épargne logement est de 2,20%. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et qu'est-ce qu'on peut retenir vraiment? C'est que là, les livrets d'épargne réglementés, eh bien, ça va être essentiellement pour de l'épargne de sécurité. Pourquoi? Parce que ça va être là pour vous décharger mentalement, c'est-à-dire que vous allez pouvoir piocher en cas de coup dur, en cas de manque de revenus, un petit peu d'argent sur ces livrets pour payer vos factures essentielles comme le loyer, l'eau et l'électricité. Dans tous les cas, vous le savez, les rendements ne sont pas fous parce qu'il faut à chaque fois viser au moins l'inflation, mais on a tout de même deux livrets qui peuvent être intéressants. Le livret jeune, pourquoi? Parce que là, les taux doivent être à minima ceux du livret A, donc 3%, mais ils peuvent être supérieurs, par exemple, parce que c'est les banques qui peuvent statuer son taux. Certaines banques peuvent donc booster un petit peu ce taux-là pour attirer de nouveaux clients et ça peut être très intéressant s'il s'approche de l'inflation, voire le superforme. L'autre taux, le meilleur pour moi, c'est le livret d'épargne populaire, le LEP. Magnifique taux, 6,1% là depuis le 1er février 2023. Donc franchement, ça superforme l'inflation de 2022 qui était de 5,9%. Donc là, si vous êtes éligible en termes de revenus, foncez. Il n'y a pas photo, c'est ce livret que vous devez choisir. Ok, je vous le dis une dernière fois, mais l'épargne de sécurité est très importante. Ça a l'air de rien, mais ça peut être un tremplin également pour vos investissements annexes. Pourquoi? Parce que dans les investissements, ce qu'il y a de plus compliqué, c'est la charge mentale et du coup la maîtrise de nos émotions. Vous allez le voir, ou vous l'avez déjà vu si vous êtes investisseur, mais pendant les phases de baisse, c'est très compliqué de maintenir ses positions, de rester sur n'importe quel secteur, la bourse, l'immobilier, les crypto-monnaies, c'est très difficile de maintenir nos positions et encore plus difficile de se dire je réinjecte. Pourquoi? Parce que dans les phases de baisse, on se dit voilà, c'est la fin,
Si ça baisse, ça peut encore aller plus bas, donc il faut que je vende pour sauver les meubles. Alors que si ça repart, et à la hausse, et bien vous n'êtes plus dans le game. Et là, vous vous dites, ah ben merde, je me suis trompé, j'ai fait une erreur, donc je réinjecte de l'argent, et vous avez encore plus perdu cette différence. Ça peut encore rebaisser juste derrière. Donc voilà, l'objectif est toujours de réinjecter, de lisser vos investissements dans le temps et de viser très très long terme. Alors c'est pourquoi qu'il faut sécuriser toujours ces investissements avec cette épargne de sécurité. Dans tous les cas, vous le savez, il faut déterminer vos objectifs pour devenir riche. C'était Mathias. Ciao, ciao.